Voilà, bonjour. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai réalisé le four à bois que j'ai construit en à peu près 2 années. Bon, sur mes temps libres, je précise. Donc en y consacrant un grand nombre d'heures, les week-ends, les jours où je ne travaille pas à l'extérieur. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai choisi l'emplacement qui est un emplacement, j'allais dire, où le sol soit assez dur pour recevoir une structure qui va au final être assez lourde. Cette base sera très lourde puisqu'elle va être en pierre naturelle, avec des angles en pierre de taille que je vais tailler de manière à avoir des angles propres. Et j'ai choisi de faire une niche pour le stockage du bois, en dessous du four donc. Malgré tout, je vais combler l'ensemble avec un mélange pierre, chaux, ciment pour avoir une embase très stable et donc forcément assez massive. J'ai choisi d'éviter la construction en doublure avec du parpaing parce que mon but c'était de faire un four qui ait aussi un intérêt patrimonial, donc qui se marie parfaitement avec l'architecture locale. C'est pourquoi j'ai choisi la pierre naturelle pour la construction de l'embase et de l'enrobage du four, la brique réfractaire que je suis allé chercher dans l'Aveyron à la briqueterie de Millau pour la sole du four et le dôme du four, et j'ai choisi de faire une toiture en lauze naturelle. J'ai pu me procurer de la lauze de grès, donc de Lozère, mais qui se marie parfaitement avec la lauze locale. Pour commencer, donc, nous choisissons l'endroit. Ça, c'est pas simple. Alors, soit on fait un four qui est constitutif de l'ensemble de l'habitat, et donc qui est, j'allais dire, entre guillemets, collé à l'habitat pour des raisons pratiques. Par exemple, si l'on veut faire du pain, si l'on veut faire des soirées pizza et qu'on veut avoir un accès de proximité à la cuisine de son habitation, soit on souhaite déporter le four, le décaler par rapport à l'habitat et donc en faire une unité séparée de l'habitation. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut le construire à un autre endroit, de manière séparée. Donc, c'est important de bien déterminer ce que l'on veut faire. Ou on veut faire une terrasse qui soit séparée de l'habitation, par exemple pour ceux qui ont une piscine, je ne sais pas moi, ou qui veulent une terrasse à un endroit précis mais qui n'est pas collé à l'habitation. Dans ce cas-là, il faut qu'ils sachent qu'en période hivernale, où ce sera plus compliqué de faire du pain. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser le four l'hiver, par exemple. Je donne des arguments, hein, ils ne sont pas forcément vrais pour vous, mais bon, c'est pour aider à réfléchir. Si l'on souhaite utiliser son four à toute saison, soit pour faire du pain, soit parce qu'on a envie de faire des cuissons lentes la nuit, etc., à ce moment-là, la proximité de l'habitation et de la cuisine est quand même un plus, au niveau, j'allais dire, de l'aspect pratique. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de construire le four lié à l'habitat. C'est pour des raisons pratiques. Et parce que j'avais la place de faire une terrasse devant ma maison. Enfin, un terrassement, pas une terrasse proprement dite, un terrassement en pierre. Sur lequel je peux installer un salon de jardin l'été pour faire des soirées pizza. Et sur lequel je peux éventuellement faire des cuissons lentes la nuit, proche de ma cuisine. Ou bien des cuissons peut-être plus tard de pain. Qui seront beaucoup plus pratiques du fait de la proximité avec la cuisine. Voilà. Donc, j'ai choisi aussi les dimensions du four. Pour moi, un four qui doit faire environ 1 mètre de diamètre, eh bien très clairement, il faut une embase au sol de 2 mètres sur 2 mètres, 4 mètres carrés. Pourquoi? Eh bien parce que la voûte du four intérieure, si elle est d'1 mètre à 1 mètre 15 de diamètre, il faut savoir que nous avons en plus
la profondeur des briques que j'ai choisi de construire. J'ai choisi de construire la voûte donc en mettant les briques dans le sens de la longueur et non pas de la largeur. Donc il faut savoir qu'une longueur de brique c'est 22 cm ou 22 cm et demi, multiplié par 2, donc il faut savoir que vous avez 45 cm déjà environ de plus en briques sur les côtés de votre four. C'est-à-dire que si vous avez 1 mètre carré à l'intérieur, vous avez 1,50 m au carré sur l'extérieur de votre four, approximativement. Donc, à ce moment-là, en faisant une embase de 2 mètres sur 2 mètres, vous aurez suffisamment de largeur sur les côtés pour continuer à monter votre mur sur les côtés de la voûte du four et ensuite y apporter des éléments isolants pour augmenter l'inertie du four. Ça c'est très important et il faut bien calculer ça à l'avance, que l'embase du four soit supérieure du double du diamètre du four. C'est-à-dire que pour un four d'1 mètre intérieur de diamètre, j'ai fait une embase de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà. Donc, j'ai monté, comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai monté donc l'embase du four en pierre naturelle. J'ai taillé les pierres d'angle, ce qui m'a pris un certain temps, quand je n'en trouvais pas naturellement. J'ai la chance d'habiter dans le COS, dans le Bas-Quercy, donc la pierre calcaire est là à disposition, et en plus comme j'habite à un endroit où il y a des anciennes carrières, eh bien je n'ai qu'à me servir là où je trouve les pierres. J'ai même pas besoin de les transporter très loin. Avec le tracteur et la bennette, j'arrivais à me débrouiller comme ça. Donc j'ai trouvé des pierres à peu près carrées. J'ai appris aussi à tailler la pierre. Bon, j'ai pas fait de stage, mais je veux dire avec une chasse et un burin de la marque Guillet, fabriqué donc des vrais ciseaux de taille de pierre. On arrive à se débrouiller rapidement, à prendre le coup de main. Voilà. On sent, après on devine dans quel sens il faut taper, etc. La force de frappe, ça vient tout seul instinctivement à la longue. Donc j'ai voulu aussi créer une voûte centrale. Cette voûte centrale, donc j'ai utilisé un gabarit, j'ai taillé les pierres une par une, et avec la clé de voûte. Et ensuite, donc on monte en élévation jusqu'à hauteur à peu près de la hanche. Et là, j'ai choisi de faire double couche de briques de récupération sur les côtés pour bien attraper parfaitement les niveaux qui vont servir à la sole du four. Donc la sole du four doit être parfaitement de niveau, quoi. En tout cas c'est très recommandé, parce que si vous avez des briques après qui ne s'agencent pas bien, qui s'ajustent pas bien l'une à l'autre, de manière à avoir une planéité parfaite sur votre sol, eh bien quand vous allez avec votre pelle attraper les pizzas ou les pains, si vous commencez à buter sur les rebords des briques parce qu'elles ne sont pas parfaitement ajustées l'une à l'autre, eh bien ça va être problématique au niveau de l'usage pratique du four. Donc ça c'est une chose importante, bien avoir une embase parfaitement de niveau sur laquelle j'étale un lit de sable pour préparer l'emplacement où je vais poser les briques de sol. Ensuite donc nous avons fait le choix aussi de la porte du four. Alors là par contre il faut savoir que la conception de la voûte va nous être imposée par les dimensions de la porte, et malheureusement aujourd'hui pour trouver une porte de four à bois c'est assez compliqué. Alors on en trouve sur internet à des prix pas chers qui ont été fondés peut-être en Chine ou je ne sais où. J'ai pas voulu prendre le risque de miser sur une porte importée d'on ne sait où. Donc j'ai préféré faire appel, porter mon choix sur une porte de fonderie, la fonderie Lacoste dans le Périgord, qui fait des portes de four absolument magnifiques. Et j'ai choisi la porte qui me semblait être le plus
en corrélation avec notre patrimoine local. Donc, les dimensions de cette porte, en quelque sorte, ont imposé les dimensions de la voûte du four, puisque vous savez qu'il y a une certaine proportion entre le diamètre du four, la largeur de l'entrée de la porte, et entre la hauteur de la voûte de la porte, la hauteur du sommet de la voûte de la porte, et le sommet de la voûte du four, proprement dit, dans la chapelle du four. Donc, j'ai décidé de créer une voûte dans la chapelle du four, dans laquelle il y a ce qu'on appelle une forme en casquette, c'est-à-dire qui ça part de l'entrée de la porte et ça remonte comme ça en S, si je puis dire, dans la voûte, mais un S très léger. Et c'est ce qu'on appelle la casquette. Donc la voûte a une forme en S, en même temps qu'elle est arrondie sur les côtés. Et l'entrée de la porte, elle, est rectangulaire. C'est votre bouche de four, en fait, elle fait l'équivalent de 2-3 largeurs de briques, donc environ une trentaine de centimètres. Puis vous entrez dans la chapelle du four, donc vous avez un angle droit, puis l'arrondi de la voûte. Et ça, dans la construction, c'est assez délicat. Parce qu'il faut réussir à marier à la fois l'entrée de la bouche avec la voûte qui, elle, est en forme arrondie. Donc il y a une sorte de cassure dans la voûte qu'il faut récupérer lorsqu'on arrive au sommet des côtés de la porte et qu'on part sur le cintre de porte. Il faut que si vous voulez que le mariage se fasse parfaitement entre la voûte de la chapelle du four et le sommet de la porte du four qui, elle, a aussi sa forme arrondie. Donc, pour ce faire, on fait un gabarit en sable. Une fois qu'on a posé la sole du four, alors là aussi, très important, la sole du four, j'ai choisi, il y en a qui construisent la voûte du four directement sur la sole sans découper les briques. Pour moi, c'est pas très conseillé. Je dirais que pour bien faire, il faut construire sa sole en découpant les briques de manière à ce que le diamètre intérieur du four soit déjà découpé dans la sole, et, très important, que la voûte du four soit construite indépendamment de la sole, et qu'il y ait un joint de dilatation entre la sole et la première rangée des briques de la voûte du four. Pour moi, je pense que c'est le moyen le plus sûr d'avoir un four qui ait le moins de risque de casse par dilatation, parce que si vous faites votre sole de cette manière, vous avez un joint de dilatation entre la sole et les briques de la voûte. Donc si jamais il y a une dilatation quelconque, elle sera amortie par le joint d'air, le joint sans mortier ni rien qu'on va laisser sur le pourtour de la sole. De plus, si un jour une brique par malheur venait à se fendre sur la sole et que cette brique est coincée sous la voûte du four, eh bien vous ne pouvez pas la changer. Tandis que là, le fait qu'elle soit découpée, qu'elle soit à l'intérieur de la voûte et que la voûte soit extérieure à la sole, si un jour vous avez une brique à changer et que cette brique se situe en extrémité du périmètre de la sole, vous pourrez la changer parce qu'elle sera découpée et donc elle sera située à l'intérieur donc de la chapelle et indépendamment de la voûte elle-même, proprement dite. Ensuite, alors donc pour construire la voûte, j'ai fait, comme c'est recommandé, un dôme de sable. Alors j'ai choisi avec un gabarit, donc j'ai bien marqué dans le sable la zone l'empreinte de la voûte circulaire, mais dans un second temps, il faut faire des ajustements à ce que la casquette vienne prendre sa forme elle aussi et s'ajuste parfaitement à la voûte qui sera la chapelle. Donc il y a la bouche du four
et la chapelle du four, il faut réussir à ce que le sommet de la voûte soit bien lissé en une sorte de S, de manière à ce que les deux s'épousent parfaitement. Une fois que ce gabarit a été réalisé, ensuite, eh bien, là, il faut prendre son mal en patience, c'est-à-dire que monter les rangées de briques une par une, en calant toujours parfaitement ces briques contre le dôme de sable qui est l'empreinte négative de votre voûte à venir, eh bien ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut du mortier. Moi j'utilise le mortier réfractaire. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Le mortier à la chaux dans une voûte de four, à mon avis, c'est très risqué parce que si votre four, vous le chauffez un peu trop vite ou qu'il est un peu trop humide au moment où vous l'allumez et que vous n'avez pas, que vous avez été un peu trop vite en chauffe une fois ou l'autre, vous allez avoir des pizzas au sable et non plus, et ça va être dégueulasse parce que vous allez avoir tous les joints qui vont s'effriter et tomber dans vos aliments. Donc personnellement, j'ai préféré ne prendre le risque zéro et utiliser le ciment réfractaire. Alors ensuite, il suffit de suivre rangée après rangée l'inclinaison donc de l'empreinte qui est le dôme de sable et en même temps de faire attention qu'à chaque rangée, alors la rangée par exemple si la première rangée je l'ai construite sans découper de briques dans la longueur, la deuxième rangée je vais la commencer en décalant d'une demi-brique. Donc je vais couper une brique en deux dans la longueur, je vais poser la première brique et je vais ensuite continuer avec des briques entières, de manière à ce que les joints de la rangée numéro 1 soient décalés par rapport à la rangée numéro 2 et que nous n'ayons pas tous les joints qui soient alignés les uns sur les autres. Alors on peut construire aussi de cette manière, mais personnellement, je trouve qu'au niveau esthétique, c'est sympa aussi que les joints soient bien décalés les uns par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut dire qu'on monte le long de la voûte. Le nombre de briques par rangée diminue puisque notre diamètre rétrécit. Et de ce fait, les coupes qui permettent de décaler les joints ne sont pas toujours, il faut parfois en ajuster une par exemple, au milieu de la rangée ça commence à pas aller, il faut recouper une brique en deux, enfin il faut en permanence faire des ajustements. Et c'est là que, pour le coup, on va entre guillemets lâcher tous les aspects techniques de nos connaissances techniques pour devenir un petit peu artiste et faire de l'adaptation au coup par coup, tout en faisant attention bien entendu de ne pas... de garder en mémoire que dans la voûte, les briques doivent être bien imbriquées l'une à l'autre et on ne va pas mettre une brique taillée avec le biseau inversé et qui serait prête à tomber le jour où le joint se détériorerait éventuellement, quoi. Donc il faut bien garder un aspect technique, celui de l'autoblocage des briques au maximum, et en même temps, il faut garder un aspect artistique, j'allais dire, de la chose, parce qu'on est forcé, on est contraint du fait de ce type de construction, de faire des ajustements, d'avoir l'œil et d'ajuster au coup par coup. Voilà. Alors, le jour où vous avez l'heureux jour où votre voûte est terminée, et croyez-moi, ça prend du temps. Surtout les dernières briques là de la clé de voûte. Franchement, pour tailler tout ça et l'ajuster, vous allez un peu en baver, mais bon, c'est normal. Je crois que tout le monde passe par là. Et à ce moment-là, on coule bien sûr le dernier joint de ce ciment réfractaire. Et une fois que cela est terminé, on va vider le sable par la porte du four. Donc, là, ça va prendre un certain temps. Le sable se sera tassé, par endroits il se sera durci. Il faut y aller avec une truelle, enfin il faut trouver les outils suivant les circonstances pour finir de vider tout le sable. Et ensuite il faut bien balayer. Et suivant l'aspect final que l'on veut obtenir, il peut arriver aussi que l'on doive apporter des petits coups de ponçage
pour ajuster des angles un peu trop saillants ou, voilà, ou des bavures de ciment réfractaire, parce que malheureusement ça peut arriver que ça passe à travers. Voilà, donc là il y aura un travail à effectuer de nettoyage, de finition. Personnellement, j'ai pas fignolé les joints où il y avait des petits jours parce que j'ai estimé que c'était pas nécessaire. Le four allait fonctionner parfaitement comme cela. Une fois que cette voûte est terminée, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a la façade. Donc moi j'ai ajusté la pierre à la brique sur la façade. Des pierres d'angle à continuer à monter. Pour continuer de monter les murs autour du four. Et là intervient aussi l'isolation de la voûte qui commence dès qu'on élève les murs sur les côtés de la voûte. En même temps, au lieu de combler avec des cailloux et du mortier de chaux, ce qui quand même représente une masse très lourde, un poids mort comme on dit, très important sur la voûte, j'ai préféré utiliser de la latérlite, c'est-à-dire des billes d'argile que j'ai mélangées avec de la chaux, un peu de ciment, et selon les proportions qui sont données sur le sac par le fabricant, de manière à créer une très bonne inertie et isolation du four, tout en ayant un matériau très léger qui permette de parfaire cette isolation, un matériau très léger donc, et la bille d'argile me paraissait le matériau le plus adapté. C'est celle que l'on utilise aussi dans les conduits de cheminée pour isoler les conduits et éviter de mettre le feu aux maisons. C'est un très très bon isolant thermique. Franchement, j'ai été très content du résultat, mais j'en ai quand même fichu une vingtaine de sacs de 50 litres au total, sur mon four qui fait 1,15 m de diamètre intérieur. Voilà, et donc ensuite on monte en élévation, on recouvre la voûte avec une bonne quarantaine de centimètres de latérlite, mélange latérlite chaud et ciment, enfin 2 tiers chaud, 1 tiers ciment. Puis, personnellement, j'ai fait un toit en lauze.